Souvent, les personnes qui sont en handicap, surtout en Afrique, ils sont marginalisées. Il y a beaucoup de préjugés et de stéréotypes qui font en sorte que ces personnes sont à l'écart. Et souvent, ces personnes n'ont pas accès au marché d'emploi. Depuis que je suis arrivée au Canada, je n'ai pas vraiment vécu ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celle qu'on appelle sur TikTok et qui cumule plus de 450 000 abonnés, l'handicapable. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci à vous. Ça va. Et à travers tes contenus, tu brises les tabous, tu sensibilises avec humour et émotion et tu invites chacun à changer de regard sur le handicap. Bienvenue dans la Tribune pour le peuple. Merci, c'est un plaisir. Et merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Mon nom est Marthe Remia Bansimba, alias l'handicapable. Okay. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo. Donc, je suis née avec un handicap. Je suis une personne en situation de handicap. Et j'utilise ma voix sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour montrer qu'avec le handicap, il est possible de réussir sa vie aussi. Comment s'appelle ton handicap? Mon handicap s'appelle l'arthrogrypose. Okay. C'est une malformation congénitale qui crée des faiblesses musculaires et un développement anormal du corps humain. Donc, j'ai cette malformation depuis la naissance. Et avec le temps, j'ai appris à développer mes propres adaptations pour pouvoir m'en sortir. Donc, ce n'est pas un handicap qui est dû à un accident. Donc, je l'ai vraiment depuis quand je suis sortie du ventre de ma mère, j'avais déjà. Je suis née avec un handicap. Mais pourquoi justement le nom handicapable? L'handicapable, c'est l'ensemble de deux noms. Okay. Donc, c'est-à-dire l'handicap et capable. Donc, c'est une façon pour moi pour montrer qu'une personne handicapée est capable. C'est-à-dire parce que de nos jours, surtout en Afrique, les personnes vivant avec handicap sont souvent marginalisées. Ils sont souvent... quand on voit une personne en situation de handicap, on se dit tout de suite que la personne est incapable, que la personne ne peut pas réussir. Et moi, en fait, j'ai voulu juste briser ces tabous-là. J'ai voulu juste montrer qu'avec l'handicap, on peut vivre une vie et on est capable de réaliser beaucoup de choses. Une personne vivant avec handicap est capable de réaliser certaines choses qu'une personne qui n'a pas d'handicap peut faire et voire même plus. Donc, j'ai réussi à les faire et j'utilise ces noms pour montrer que je suis une personne vivant avec handicap et je suis capable de faire ce que toi, tu peux aussi faire. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a justement poussé aujourd'hui à te lancer sur les réseaux sociaux? Me lancer sur les réseaux sociaux, franchement, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. Ce n'est pas quelque chose c'était pas vraiment dans mes projets, mais c'était dans le projet de Dieu, pour dire. Okay. Une fois, un jour, j'ai juste posté une vidéo qui m'a rendue virale. Et c'est en fait mon mari qui m'a plus poussée à continuer, à me dire que tu as une histoire à raconter, tu as toujours voulu aider les personnes en situation de handicap, alors c'est une façon pour toi de profiter de cette opportunité qui vient de s'ouvrir pour pouvoir montrer aux gens que malgré le handicap, c'est possible de vivre une vie épanouie. Et j'ai posté une vidéo, 2 vidéos. Au fur et à mesure que je postais vraiment mes vidéos, je voyais comment les gens m'écrivaient, je voyais comment les gens étaient vraiment inspirés par ce que j'ai posté. Alors, j'ai continué de poster. Tu parlais de quoi dans ta première vidéo devenue virale? Ma première vidéo, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussée à poster la vidéo. Mais ce jour-là, c'était une vidéo que j'avais faite avec mon mari dans la salle d'accouchement. Okay. C'était le jour où je devais accoucher ma fille. Alors là, comme on attendait les médecins qu'il n'y avait rien à faire, je me suis mis à danser. Alors, mon mari était là à me filmer juste pour passer le temps, pour gérer le stress des contractions, tout ça. Et là, j'ai pris cette vidéo, je pense, 2 mois après mon accouchement. J'étais juste en train de regarder la vidéo. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de poster juste pour voir. Mais je savais que
à cette époque-là, j'avais 22 abonnés. Je savais que si j'ai posté la vidéo, ça allait tout au plus faire 10 vues ou 20 vues. Mais j'ai posté la vidéo juste là, en train de danser dans ma salle d'accouchement enceinte. Et là, 12 minutes après, la vidéo avait fait 12 000 vues. J'ai montré à mon mari, j'ai dit, mais regarde la vidéo à 12 000 vues sur TikTok. Comment est-ce possible? Ben, mon mari m'a dit, bah, c'est un coup de chance. C'est l'heure de dormir. On va dormir et puis on va voir après. Les lendemains, quand je me suis réveillée, je suis entrée sur TikTok et la vidéo avait plus de 100 000 vues. Et il y avait tellement beaucoup de commentaires que j'en revenais pas. Et là que j'ai compris que tout ce que j'ai accompli dans ma vie, tout par quoi j'ai passé, que ça en valait la peine pour que d'autres personnes soient inspirées par ça. On revient un peu en arrière. Tu m'as dit lors de notre rencontre que durant ton adolescence, on t'appelait kangourou. Ouais. C'était comment cette période-là? En fait, ben, moi, depuis ma naissance, j'ai été sujet de moqueries. J'ai fait face à de nombreuses moqueries, plusieurs préjugés. Et c'était mon quotidien, en fait. Je vivais avec ça. Et c'est vrai, quand j'étais enfant, quand j'étais encore bébé, que j'ai grandi à un âge où je ne comprenais pas des choses, ce n'était pas quelque chose qui m'affectait vraiment. Mais au fur et à mesure que je grandissais, que j'avais atteint un certain âge, genre 12 ans, c'est l'âge de la puberté, où on voit tous, où la femme commence vraiment à se découvrir. Et là, dans mon quartier, ben, j'étais là, malgré mon handicap, j'étais quelqu'un qui se battait pour sa vie. J'étais quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Mais là, pour pouvoir juste me décourager ou pour pouvoir juste me montrer que je n'étais pas comme eux, eh ben, un groupe de mon quartier m'a surnommé kangourou. Et là, je ne savais même pas que je portais ces surnoms. Donc, à chaque fois que j'ai passé, on me disait que les noms revenaient kangourou, kangourou. Et là, il a fallu qu'une petite fille de mon quartier, qui venait souvent à la maison, me prévienne que oh, Yaya, on t'a surnommé kangourou. La fois passée même, j'ai failli me battre avec quelqu'un. Quand tu es passé là, ils ont commencé à te moquer de toi que kangourou passe. Et là, mes parents ont appris la nouvelle. Ma mère était tellement triste. Mon père, quant à lui, il était un peu pacifique pour dire, bon, c'est pas grave, on laisse, c'est Dieu s'occupera de. Mes frères étaient vraiment furieux. Mais moi, par contre, ces surnoms, c'était vraiment, ils ont donné ces surnoms dans les buts de me détruire, dans les buts vraiment que ça puisse me faire mal. Mais j'étais vraiment curieuse, je suis allée faire des recherches sur les kangourous et j'ai découvert qui étaient les kangourous, quels étaient les points positifs des kangourous. Et ils m'ont surnommé à cause de la forme de mes mains, à cause de ma démarche, parce que je marchais comme un kangourou et mes mains étaient comme celui d'un kangourou. Selon eux. Selon eux. Donc, c'est pour cela qu'ils m'ont donné ce surnom, parce que j'ai ressemblé à un kangourou. Et j'ai pu voir qui était un kangourou. J'ai pu voir quelles étaient les qualités d'un kangourou. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup boosté, qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'au lieu de me focaliser sur leur moquerie, je me suis focalisée sur qui étaient les kangourous. Les kangourous, c'est un animal qui se déplace toujours en bondissant, sans jamais regarder en arrière, qui est toujours là, fixé, il se déplace tellement vite, fixé vers ses objectifs, et il est toujours là pour protéger ses enfants, pour protéger ses siens. Et moi, je me suis dit, au lieu de me focaliser sur ce qu'ils disent, que je suis un kangourou, que je ressemble physiquement à un kangourou, pourquoi pas me focaliser sur les points positifs des kangourous? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis focalisée sur mes rêves. Je me suis dit, je vais me battre pour leur montrer que je suis réellement un kangourou, en réalisant mes rêves et en arrivant là où j'ai envie d'arriver. Et c'est un surnom, oui, au départ, qui était censé me détruire, mais ça m'a permis de m'encourager, ça m'a permis encore d'avoir plus de motivation pour être la personne que je suis aujourd'hui. Dans tes vidéos, tu parles souvent de ton mari, on le voit souvent. Oui. Et même en début d'émission, tu l'as encore fait. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité aussi. Comment tu l'as connu? Mon mari, j'ai connu mon mari au Congo. On s'est connus là où j'étais partie faire ma demande de bourse. Okay. Parce que je suis allée étudier en Tunisie
j'ai obtenu une bourse du ministère de la coopération internationale et c'est là qu'on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés là-bas, on a juste fait connaissance. Il est parti en Tunisie, moi je suis restée. Après, moi j'ai suivi après. Mais arrivé en Tunisie, c'est là vraiment qu'on a développé une vraie amitié. Et c'est cette amitié qui a conduit jusqu'à un amour sincère, jusqu'au mariage. Aujourd'hui, on a des enfants. C'est une très belle histoire. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ton quotidien? Mon mari, c'est mon ami. C'est ma mise. C'est quelqu'un qui me pousse toujours à aller de l'avant, qui m'encourage toujours. Même quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est lui qui m'a boosté, qui m'encourage, qui me dit que tu as une histoire à rencontrer et vas-y. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais traité différemment. Depuis qu'on s'est connus jusqu'à ces jours, je ne l'ai jamais vu me traiter différemment. Il y a même un jour, une personne a fait un commentaire, mais toi, des fois, regarde la façon dont tu parles avec ta femme, que tu lui envoies, que tu la traites. Tu ne sais pas que c'est une personne en situation de handicap. Mon mari répondait, pour moi, cette femme n'est pas une personne en situation de handicap. Parce que je connais ses capacités, elle est capable de tout faire. Et le fait d'entendre ça, ça m'encourage à aller encore de l'avant. Et quand je fais quelque chose, il est toujours là pour m'encourager. Et ces projets que je suis en train de faire pour les personnes en situation de handicap, si je suis là où je suis, sur les réseaux sociaux, eh bien, je le dois à lui. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours là pour me booster, pour m'encourager, pour me dire qu'il fait ci, fais pas ça, vas-y. Et pour moi, comme on dit, c'est l'homme en cœur. C'est une très belle histoire d'amour. Tu as parlé de la rencontre avant d'aller en Tunisie. Mm-hmm. Aller en Tunisie signifie aussi que tu te sépares de tes parents. Mm-hmm. Cette séparation-là, comment est-ce que toi, tu l'as vécue? Me séparer de mes parents, c'était quelque chose que moi-même, je voulais. Okay. Parce que ce que je voulais avant tout, c'est pouvoir réaliser mes rêves. Je disais toujours à mes parents que je ne veux pas étudier au Congo, je vais étudier ailleurs. Mais mon père me disait, mais moi, je n'ai pas l'argent pour te faire scolariser. Mais moi, je disais, je trouverai les moyens pour aller étudier. Et là, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi. Mes parents m'ont toujours encouragée. Depuis que je suis née, ils ne m'ont jamais traité différemment. Genre, que parce que tu es un handicap, on va te traiter différemment de tes frères. Je faisais les tâches ménagères comme tous les enfants. Et quand j'ai fini mes études, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais partir en Tunisie pour étudier, ils ne se sont pas opposés parce qu'ils savaient que j'allais m'en sortir. Mais c'est vrai qu'arriver dans un pays étranger, seuls sont les parents, alors qu'ils étaient là, même si j'arrivais à m'en sortir, mais quand même, il suffisait d'appeler « Allô papa », « Allô maman », ils étaient là présents parce qu'on était dans un même pays, mais là, on était séparés. J'étais dans un autre pays et il a fallu que je m'en sorte toute seule. Et ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de préjugés. Quand je suis arrivée, les gens me regardaient, mais comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir dans un pays? Comment est-ce que ses parents ont pu laisser un enfant handicapé venir dans un pays étranger? Et là, les gens pensaient que j'allais être là, que j'allais être là dépendant des autres, qu'il fallait que les gens m'aident pour pouvoir m'en sortir. Mais mes parents m'avaient déjà préparé et moi, mentalement, je savais déjà c'est quoi mes capacités. Et ça n'a pas été facile, pas parce que ça a été difficile pour moi, mais c'est juste, ça a été difficile par rapport au regard des autres. En fait. Parce que quand les gens te regardent déjà avec plein de préjugés, ils te disent, ils savent déjà que non, je suis arrivée à l'école, les gens me demandent, mais comment elle va faire pour écrire? Là où j'habitais avec mes colocataires, ils regardent, mais comment elle va faire pour s'en sortir, pour préparer, pour laver ses habits, pour faire tout ça. Et c'était vraiment la seule façon de prouver de quoi j'étais capable, c'est juste à travers des preuves, en fait. Et au fur et à mesure qu'ils ont vécu avec moi, au fur et à mesure qu'ils m'ont vu m'en sortir toute seule, ça a été aussi facile pour moi aussi. Parce que j'ai réussi à leur montrer à travers des preuves de quoi j'étais capable. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile aussi de vivre seule, parce que financièrement, c'était vraiment pas facile. Mais
j'ai réussi à m'en sortir. Et Dieu m'a aidé aussi. C'est là où j'ai rencontré aussi mon mari. C'est quelqu'un qui a été là, présent, qui m'a aidé. Et c'est arrivé jusqu'où nous sommes aujourd'hui au Canada. Tu parlais des regards des autres. Selon toi, quels sont les regards que la société aujourd'hui porte sur les personnes en situation de handicap? Pour les regards que les gens portent sur les personnes en situation de handicap, c'est surtout que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de faire des choses au même niveau que les personnes qui n'ont pas d'handicap. Donc, souvent, les personnes en situation de handicap, surtout en Afrique, ils sont marginalisées. Il y a beaucoup de préjugés et de stéréotypes qui font en sorte que ces personnes sont à l'écart. Et souvent, ces personnes n'ont pas accès au marché d'emploi, n'ont pas accès à plusieurs services. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables de faire ce que les personnes ce que les personnes valides ne peuvent pas faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup présent en Afrique. Ici au Canada, depuis que je suis arrivée au Canada, je n'ai pas vraiment vécu ça. Parce qu'au moins ici, ils ont vraiment fait en sorte que les personnes en situation de handicap soient reconnues à leur juste valeur. Donc, le travail reste encore vraiment à faire en Afrique. Il y a une situation qu'on a évoquée tous les deux lors de notre rencontre, c'est que parfois, lorsqu'on rencontre une personne en situation de handicap visible, on ne sait pas toujours comment agir. Est-ce qu'il faut proposer de l'aide, attendre que cette personne-là puisse demander? Est-ce que toi, tu as des astuces ou des conseils à donner aux gens par rapport au comportement? Comme je l'avais dit, il y a des fois, des personnes en situation de handicap, quand une personne vient l'aider sans demander son avis, la personne se sent souvent comme, incompétent et souvent blessée à l'intérieur. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'avais aussi. À chaque fois que je voyais que je sais que je suis capable de soulever une chaise, mais une personne vient m'aider, laisse, je vais soulever pour toi. Ça crée comme un sentiment d'incompétence. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frustrée vraiment pendant longtemps. Mais j'ai compris aussi que les personnes qui n'ont pas d'handicap, ils ne savent pas comment se comporter envers des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste soit ils ont peur d'en faire trop, soit ils ont peur d'en faire moins. Les conseils que je peux donner, c'est juste essayer de connaître la personne et de proposer de l'aide si vraiment on sent vraiment que la personne a besoin d'aide. Au lieu, par exemple, de venir directement, laisse-moi t'aider. Propose, en fait, en parlant, en disant que est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide à soulever une chaise? Si la personne te dit non, ça va, je peux le faire, là, tu laisses. Mais si réellement la personne a besoin d'aide, la personne te dira que oui, j'aimerais que tu m'aides à soulever la chaise. Mais pas venir que non, laisse-moi, je vais le faire pour toi. Là, quand il est dit, c'est comme si je ne suis pas capable de le faire. Okay. Même si tu ne l'as pas dit en partant d'un mauvais sentiment, mais le fait que moi, tu me montres déjà que je ne suis pas capable de soulever une chaise, c'est ce sentiment que ça crée en moi. Et souvent, là, les personnes en situation d'handicap se sentent comme ça. Et les personnes qui n'ont pas d'handicap, c'est juste qu'ils ne savent pas réellement quoi faire. Donc, c'est juste essayer de comprendre la personne et de proposer de l'aide. Pas directement de passer en action, mais de proposer son aide. Qu'est-ce que tu racontes ou qu'est-ce que tu partages sur tes réseaux sociaux, notamment TikTok, où tu as plus de 450 000 abonnés? Je partage mon parcours. Je partage vraiment mon parcours de début jusqu'à la fin. Comment est-ce que je suis née, par quoi je suis passée. Parce que pour être ce que je suis aujourd'hui, j'ai dû passer par des moments vraiment, vraiment difficiles. Ça n'a pas été facile. Les gens me voient aujourd'hui rire, être là confiante, avoir confiance en moi, d'avoir développé une estime de moi. Mais ça n'a pas été facile. Et là, j'essaie de montrer à travers mon parcours aux gens que oui, il est possible de s'en sortir avec un handicap. Il est possible de réaliser ses rêves même avec un handicap. Parce que beaucoup de personnes en situation de handicap, on les a tellement dit des choses.
On les a tellement raconté des mensonges qu'ils ont crié à ces mensonges-là. Que pour eux, quand ils sont en situation de handicap, leur vie se résume à demander pour qu'on les aide. Et moi, je suis là juste pour leur montrer non. Vous devez prendre conscience de votre valeur et montrer et vous prendre conscience que vous pouvez vous en sortir si vous le voulez. Parce que votre vie ne dépend pas des regards des autres, mais ça dépend de ce que vous voulez vraiment réaliser dans la vie. Et à travers mon parcours, c'est ce que je montre aux gens. Que oui, la société m'a dit que je n'allais jamais m'en sortir. Les médecins m'ont dit que je n'allais jamais marcher. À 3 ans et demi, j'ai fait mes premiers pas. Les gens de mon quartier m'ont dit que je n'allais jamais survivre, que je n'allais pas survivre, que j'allais mourir après 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je suis encore vivante. Ils m'ont dit que je n'allais jamais réussir, que je n'allais jamais me marier, que je n'allais jamais avoir une vie épanouie, que je n'allais jamais trouver un travail. Plutôt que de me focaliser sur ce que les gens disaient, je me suis focalisée sur ce que je voulais avoir dans ma vie. Je me suis focalisée sur ce que je voulais réaliser dans la vie. Et c'est ce qui m'a conduit. Et je me suis rendu compte que les regards des autres, les paroles des autres ont de l'importance seulement si on leur donne les pouvoirs. Parce qu'une personne peut te dire aujourd'hui que tu ne vas jamais réussir dans la vie. Mais la personne l'a dit, c'est son avis. Mais si tu veux que ces paroles puissent avoir le pouvoir sur toi, il faut que tu lui en donnes. Tant que tu ne lui donnes pas le pouvoir, cette personne, ces paroles ne peuvent pas avoir un impact sur toi. Et ce qui est très, c'est que la majorité des personnes en situation de handicap, surtout en Afrique, ont donné le pouvoir à ce que les gens disent. Que non, tu ne peux pas réussir parce que tu as un handicap. Et oui, je ne peux pas réussir. Tu dois être dépendant des autres. Moi, on m'a dit que tu ne peux pas aller étudier à l'étranger. Qui va s'occuper de toi? Tu dois être là, être dépendant de tes parents. Ben, moi, je ne voulais pas être dépendant de mes parents. Et mes parents ne voulaient pas non plus que je sois dépendant d'eux. Alors, au lieu de me focaliser sur ce que les gens disaient, je me suis focalisée sur mes rêves. Et aujourd'hui, j'ai laissé un témoignage dans mon quartier. Aujourd'hui, quand je parle de mon parcours, cela touche les cœurs de beaucoup de gens. C'est très inspirant. Comment est née justement cette confiance en soi que toi tu as? Ben, cette confiance en soi est née de plusieurs moments difficiles, d'une période de dépression intense. C'est quand j'ai grandissé, avant que j'atteigne un certain âge, les regards des autres, ça n'avait aucune importance parce que mes parents étaient là. Ma mère, c'est quelqu'un qui m'a toujours valorisée. Elle m'a toujours dit des paroles positives. Elle m'a toujours montré que je n'étais pas quelqu'un d'inutile, que j'avais de la valeur. Et elle m'a montré les chemins de Dieu. Mais ces paroles positives ne suffisaient plus quand je suis arrivée à la puberté. Parce que j'ai vraiment découvert mon corps. Et ça, vraiment, les moqueries des autres, c'était quelque chose qui devenait vraiment plus présent en moi, en fait. Les gens disaient que non, qui va la draguer? Faut pas la draguer, elle est handicapée, tu vas aller nulle part avec elle. Et dire juste gentiment que ses parents la scolarisent, mais pourquoi la scolariser alors que personne ne va l'embaucher? Toutes ces choses-là m'ont vraiment affectée pendant vraiment longtemps. Donc, j'ai passé de 14 ans à 16 ans, j'ai passé une période vraiment difficile de dépression où j'ai même tenté de mettre fin à mes jours. Parce que c'était tellement difficile de pouvoir supporter les moqueries, de pouvoir supporter les jugements. Je me suis dit, à quoi ça sert ma vie? En fait, pourquoi je dois me battre pour mes études? Pourquoi est-ce que je vis dans un monde où je n'ai aucun avenir? Et c'est comme je l'ai dit tantôt, les mots des autres ont le pouvoir si tu les accordes. Et en ce moment-là, j'ai accordé du crédit à ce que les gens disaient. Je ne regardais plus ce que mes parents m'ont dit, n'avait plus d'importance. Je plus accordé le crédit à ce que les gens me disaient. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment affecté pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience, jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi pour me montrer que non, ta vie ne dépend pas de ce que les gens pensent, mais ta vie dépend de ce que moi je pense de toi. Donc c'est vraiment ma foi en Dieu qui m'a permis vraiment de m'accepter d'abord. Parce que pour pouvoir développer cette confiance que j'ai aujourd'hui, cette estime que j'ai aujourd'hui, il a fallu d'abord que j'apprenne à m'accepter. Avant, j'apprenais juste à accepter ce que mes parents me disaient, sans pouvoir m'accepter moi-même, vraiment qui j'étais, savoir accepter la personne que j'étais réellement. Et ça, c'était l'étape cruciale qui me manquait pour pouvoir vivre la vie que je voulais.
Parce qu'à un certain âge, j'ai dit, de ma naissance jusqu'à moi à 10 ans, j'ai vécu la vie que mes parents voulaient que je vive. Genre, mes parents disaient que tu es intelligente, tu es ceci. Et je croyais à ce que mes parents me disaient. Mais c'était pas la vie que c'était pas ma vie, c'était pas ce que moi, vraiment, je croyais, mais c'était plus ce que mes parents me disaient. Et à la puberté ou à l'adolescence, je vivais selon ce que les gens disaient. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment affectée. Et là, quand j'ai pris conscience à travers ma foi en Dieu, Dieu s'est révélé à moi parce que je connaissais Dieu. Mes parents m'ont montré Dieu depuis ma naissance. Ils m'ont montré les chemins de Dieu. Je connaissais qui était, je connaissais la parole de Dieu. Mais je n'avais pas fait des rencontres avec Dieu. Je n'avais pas appris à connaître Dieu personnellement. Et c'est quand il s'est révélé à moi, que j'ai appris à le connaître. C'est là que j'ai compris qui j'étais réellement. C'est là que j'ai compris, je ne suis pas une créature comme les autres, je suis une créature créée par Dieu. Avec mes imperfections, Dieu m'aime. Avec mes imperfections, Dieu se soucie de moi et il est capable d'agir dans ma vie, peu importe que je sois handicapée ou pas. Parce qu'aux yeux de Dieu, je suis juste son enfant. Je ne suis pas une personne en situation de handicap. Et cela m'a permis de m'accepter. Et en m'acceptant, c'est là que j'ai commencé vraiment en fait, les paroles que les gens disaient sur moi, j'ai commencé à les transformer, comme l'histoire des kangourous. J'ai commencé vraiment à transformer les paroles que les gens disaient sur moi en paroles positives. Tu me dis que je ne réussirai jamais dans la vie? Moi, j'ai dit que je réussirai dans la vie, parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as dit que je ne vais jamais me marier? Moi, j'ai dit que je vais me marier, parce que ce qui compte pour moi, c'est ce qui est contenu dans la parole de Dieu, pas ce que tu penses de moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à développer une confiance en soi. J'ai commencé à développer une estime de moi-même, à prendre conscience de ma valeur, à me battre pour mes rêves. Et à chaque fois que j'ai réussi dans mes projets, à l'école, chaque fois que j'ai réalisé les espoirs, apprendre à faire des tâches que les autres me pensaient impossibles, préparer le foufou alors que c'était difficile pour moi, laver les assiettes alors que c'était une tâche que je ne pouvais pas faire, cela a commencé à augmenter ma confiance en moi. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, de me battre. J'ai réussi à avoir mon diplôme. Je suis sortie lauréate de ma province. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller étudier à l'étranger. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire pour aller étudier? Je me suis bâtie. Je suis entrée dans des bureaux où même mon père me disait, je ne sais pas comment est-ce que ma fille est arrivée là. Je suis entrée dans les bureaux où les gens me pensaient incapable d'entrer. Mais je suis arrivée pas en position de faiblesse pour dire que non, je sais que je suis une personne sans handicap, aidez-moi, non. Je suis arrivée juste avec une personne qui a un cerveau et qui dit qu'avec ce cerveau, je suis capable d'aller là où je vais y arriver. Et quand je suis allée déposer mon dossier chez le messie pour aller étudier à l'étranger, le messie, tellement qu'il a vu ma détermination, il a vu mon intelligence, ma façon de parler, ça fait en sorte que il n'a pas du tout prêté attention à mon handicap. Et c'est ça, en fait, qui m'a, à chaque fois que j'ai réussi, à chaque fois que je relève un challenge, ça booste encore, ça renforce encore ma confiance en moi. Donc, ce que tu as dit, c'est très important et capital. Savoir se comporter vis-à-vis de l'autre. Quels mots utiliser? Parce que nos mots ou nos comportements peuvent influencer la vie des autres également, impacter même leur vie de manière positive ou négative. Et ça, c'est très important. Donc, nous tous, que ce soit une personne en situation de handicap ou pas, c'est à nous de savoir aussi comment se comporter, quels sont les mots à utiliser. Et cela fait en sorte que la vie devienne meilleure. C'est un peu ça ce que je peux dire. Oui. Tu as parlé de dépression. Est-ce que tu trouves que la santé mentale est un sujet qui est suffisamment abordé aujourd'hui? Tu as parlé de ta dépression pendant ta période d'adolescence. Peut-être ici au Canada, oui, mais dans ton pays, est-ce que la santé mentale elle est suffisamment abordée, en particulier pour les personnes en situation de handicap? Je dirais non. Parce que si déjà les personnes vivant en situation de handicap ne sont même pas pris en charge, encore moins pour la santé mentale. Beaucoup de personnes vivant avec handicap vivent dans la dépression. Ils ont tellement beaucoup subi beaucoup de moqueries, voire même la maltraitance, que
ils sont devenus des personnes vraiment aigries et frustrées. Et il y a pas d'accompagnement. Ils ont tellement perdu la confiance en eux, ils ont tellement perdu la valeur qu'ils se sentent moins que rien. Et là, personne n'est là pour les accompagner. Par exemple, moi, par rapport à mon handicap, tout ce que j'ai traversé, j'en ai parlé à personne. Et mes parents, ils n'ont jamais parlé avec moi pour savoir comment j'ai vécu mon handicap, comment est-ce que j'arrivais à surmonter, à vivre au quotidien. Et du fait qu'ils m'ont mis au monde, du fait qu'ils m'ont montré les chemins de Dieu, ça suffisait pour moi. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me poser des questions par rapport à mon handicap. Je ne pouvais pas, m'inquiéter par rapport à mon handicap parce que j'avais Dieu. Mais non, ce n'est pas vrai. Même si on a dit on a besoin d'un accompagnement, pouvoir parler à quelqu'un. Et cet accompagnement n'est pas disponible. Quand je suis arrivée ici au Canada, même si j'avais déjà confiance en soi, mais quand même, j'ai eu un accompagnement. J'ai quand même eu quelqu'un qui m'a parlé pour me dire comment est-ce que tu arrives à vivre au quotidien. Et juste parler, ça fait du bien. Mais au Congo, vraiment, non. On n'a pas cet accompagnement. Moi, j'essaye de le faire avec les personnes que je rencontre sur TikTok, qui, quand vraiment ils parlent, ils sentent vraiment que la personne se sent vraiment comme une moins que rien. Que la personne sent vraiment que sa vie n'a pas de valeur sur cette terre. Et ces personnes ont besoin qu'on les aide. Pas d'abord en leur donnant de l'argent ou en leur donnant, mais en les accompagnant pour qu'ils prennent conscience vraiment de leur valeur. En leur expliquant que peu importe tes différences, tu peux faire des choses avec tes différences qui peuvent aussi aider aussi les autres. Mais là, par contre, là, en Afrique, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un travail sur ça. Pour le moment, vraiment, il n'y a pas d'accompagnement. Est-ce que tu as des projets comme ça? Oui, j'ai commencé un projet appelé Écho de vie, ma voix, ma force. Écho de vie? Oui, Écho de vie. Et les échos, c'est-à-dire, tu vois, quand oui, je comprends, oui. Les échos, c'est-à-dire les sons qui restent après avoir parlé. En fait, pourquoi Écho de vie? Les échos, en fait, ce sont nos histoires. À travers mon parcours, à travers mon histoire, tout ce que j'ai vécu, mes défis, c'est ce que j'utilise pour pouvoir parler avec ma voix. Et tout ce que j'ai dit, ça peut être une force pour la vie des autres. C'est-à-dire une force, c'est-à-dire pour inspirer les gens, pour encourager les gens et pour aider les gens à s'en sortir. Donc, à travers mon parcours, je montre aux personnes en situation de handicap que vous devez prendre conscience de votre valeur et vous devez être autonome. Parce que souvent, les personnes en situation de handicap en Afrique, ils se sont mis dans la tête qu'ils doivent vivre. C'est ce qu'on les a appris. C'est ce qu'on nous a appris, nous, les personnes en situation de handicap, que nous devons être dépendantes des autres. Que nous ne devons pas réussir par nous-mêmes. Que pour pouvoir réussir, il faut que les autres nous donnent ces droits-là de réussir. Qu'on n'a pas le droit de faire des choses par nous-mêmes, justement parce qu'on est handicapé. C'est comme un fardeau qu'on nous a mis, une étiquette qu'on nous a collée, que parce que tu as un handicap, que tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Et ça, vraiment, moi, j'encourage l'autonomie. J'encourage vraiment l'autonomie des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire ça. Comme j'ai rencontré une fille, elle sait beaucoup, elle tresse. Elle a eu la polio, elle ne peut pas marcher, mais elle a un talent. Elle peut tresser. J'ai dit, tu peux tresser. Pourquoi pas ne mettre ton talent en action pour pouvoir tresser? Et là, ça va te permettre de gagner de l'argent. Au lieu de continuer d'être dépendant des autres, tu peux gagner quelque chose et pouvoir t'en sortir. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord que la personne puisse avoir confiance en elle. Que cette personne puisse prendre conscience de sa valeur. C'est dire que oui, je peux le faire. Je suis une personne, je compte, j'ai de la valeur et si je vais réaliser tel projet, je peux le faire. Et ça, vraiment, c'est un travail vraiment qu'il faut faire en sensibilisant, en parlant et en montrant vraiment que non, vous avez des capacités et il faut les mettre en action. Donc, si je comprends bien, Écho de vie, ça sera plus dans ton pays d'origine, le Congo? Je sais que oui, entre autres, je vais plus travailler au Congo et en Afrique. Okay. Parce que c'est là où il y a plus de problèmes. C'est là où les personnes en situation de handicap ont plus besoin d'aide. Parce qu'ici, j'en vois beaucoup. Ici, moi, je vois des personnes en situation de handicap, mais on nous facilite en fait les choses. On nous montre que tu ne peux pas faire telle chose, mais nous, on va te trouver les moyens de le faire. J'ai rencontré une personne qui n'a pas de mains, qui n'a pas de bras.
mais la personne arrive à conduire avec ses jambes. Moi, je suis en situation de handicap, mais je conduis. Je ne peux pas conduire avec ma jambe droite parce que ma jambe droite est plus faible que ma jambe gauche. Eh bien, on m'a mis un accélérateur à gauche pour pouvoir conduire. Et je conduis. C'est-à-dire, on est en train de me faciliter les choses. Je travaille. Et là, on me dit, quelles sont les adaptations que tu peux avoir besoin pour pouvoir te mettre à l'aise dans ton travail. Qu'il te faut une chaise ergonomique, mais on t'offre une chaise ergonomique parce qu'on veut que tu travailles dans de bonnes conditions. Tu vois, il y a des accompagnements, il y a des moyens pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais chez nous, au pays, non. Ici, il y a des infrastructures adaptées pour les personnes en situation de handicap. Mais chez nous, non. Une personne handicapée qui doit aller travailler, mais c'est un bureau rempli de tâches, alors que la personne n'est pas capable de marcher. Comment est-ce que la personne va arriver au bureau? Ça, c'est quelque chose, on doit aussi conscientiser aussi nos gouvernements aussi, pour avoir des infrastructures adaptées pour les personnes en situation de handicap. Parce que oui, un enfant doit aller à l'école, mais son école n'est pas adaptée. Et là, on te dit, nous, on ne peut rien faire pour toi. Cet enfant, comment est-ce qu'elle doit aller à l'école? C'est très intéressant ce que tu dis. Et je pense que les gouvernements ou des organismes vont t'accompagner dans ces beaux projets éco-de-vie. Nous, on est là pour vulgariser cela. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça a été une très belle discussion. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un mot d'encouragement pour peut-être les gens qui manquent de confiance en soi, qui sont en situation de handicap comme toi? La confiance les personnes qui manquent d'estime ou de confiance en soi, ce que je dirais, c'est que l'estime de soi ou la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose, tu te réveilles un matin, tu te dis que oui, j'ai l'estime de soi ou j'ai la confiance en soi. C'est faux. C'est quelque chose qui se construit. C'est comme quand tu vas dans un travail, quand tu commences un travail, tu acquiers l'expérience en travaillant. Et c'est comme ça avec l'estime de soi. On sait que chaque jour, tu acquiers l'expérience. Chaque jour, tu cultives ton estime de soi à travers des petites victoires, à travers des petites phrases que tu te dis à toi-même. Et c'est quelque chose que ça fait, parce qu'on peut aussi perdre aussi l'estime de soi, parce qu'il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Par exemple, tu peux faire un projet qui échoue. Eh bien, ça fait que ça donne un coup à ton estime ou à ta confiance en soi. Donc, ce qui est primordial, c'est d'abord de savoir que ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est construit et ça grandit petit à petit. Et ça commence par l'acceptation de soi. S'accepter même avec ses imperfections. C'est-à-dire, à travers mes défauts, mes imperfections, c'est tel que je suis et je compte. Et une chose que je dis toujours aux personnes en situation de handicap, vous ne pouvez pas attendre que les autres vous tendent la main pour vous en sortir. Ça dépend de vous. Ça commence par vous-même. Tant que vous ne vous acceptez pas, ça ne va pas rien changer. N'attendez pas, parce que souvent les gens disent qu'il faut que les gens qui nous entourent, genre la société nous accepte pour que nous puissions être heureux. Non. Ça commence d'abord par toi-même. Il faut d'abord toi-même que tu t'acceptes avant que les autres t'acceptent. Parce que moi, j'ai su m'imposer. Les gens m'ont accepté à travers mes preuves, à travers ce que j'ai réalisé dans la vie. Donc, c'est-à-dire s'accepter soi-même et prendre conscience de sa valeur et pouvoir se battre pour ses rêves. C'est ce qui va faire en sorte que les gens prendront conscience de qui vous êtes. Et ces personnes n'auront pas le choix que de vous valoriser à leur tour. Parce que vous les avez montré de quoi vous êtes capable. Donc, si vraiment un conseil, comme je dis là, c'est d'abord s'accepter et de pouvoir savoir que la confiance en soi, c'est étape par étape. Ça s'est construit du jour au jour jusqu'à acquérir un certain niveau. Et il y a des circonstances qui peuvent arriver, mais si vous avez déjà atteint un certain niveau, là, même vous n'allez pas perdre tout l'estime de soi parce que vous avez déjà réussi à y travailler et à garder un certain niveau de confiance. Ton message est puissant et très clair. Le handicap n'est pas une faiblesse, mais une autre manière d'être fort ou forte. Oui. À travers ton parcours, tu inspires beaucoup et je te félicite pour ça. Merci beaucoup. Tu éduques, tu nous fais rire aussi et tu fais réfléchir. C'est exactement ce que l'on recherche ici dans la tribune pour le peuple.
Aujourd'hui, on a réussi Handicapable. Vous la connaissez sur TikTok où elle est... Tu te considères comme une influenceuse avec 450 000 abonnés quand même? Ben, comme je ne sais pas. Ok. Je ne pourrais pas te dire oui parce que les noms influencés, c'est quand même un nom fort. Très fort. Influenceuse, c'est-à-dire que tu influences, tu as une communauté et que tu changes les mentalités d'une communauté. Et je me suis dit que je ne peux pas me considérer influenceuse, je ne peux pas m'auto-proclamer influenceuse. Je préfère que ma communauté le dise. Ok. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que oui ou non, je ne peux pas dire, je dis je ne sais pas. Ok. Parce que pour moi, être influencé, ce n'est pas un titre qu'on peut se donner à soi-même. Ben, Il faut qu'on vous soit, c'est un titre qu'on doit vous attribuer en fait. Et si ma communauté voit qu'à travers ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, que je suis une influenceuse, alors oui. ok. Ben, ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette émission. Rendez-vous au prochain numéro de La Tribune pour le Peuple.